Donc qui s'appelle Platéosaure, ceci est un dinosaure. Mais donc avant de commencer, je vais donner la parole à Thomas Facchinetti, qui est notre conseiller communal en charge du dicastère de la culture, de l'intégration et de la cohésion sociale, qui va vous dire quelques mots d'accueil. Thomas, si tu veux venir. Donc il faut bien se mettre derrière le pupitre, sinon ça marche pas. Bonjour, c'est un immense plaisir pour moi de dire quelques mots au nom de la ville de Neuchâtel en guise d'ouverture de cette conférence de presse et du vernissage de l'exposition qui aura lieu samedi. J'ai eu la chance et le privilège de déjà parcourir furtivement cette exposition que je trouve absolument prodigieuse. Alors on connaissait déjà la formule devenue célèbre « Ceci est une pipe » de René Magritte dans le paradigme surréaliste. Et puis là, le Muséum d'histoire naturelle ouvre un nouveau paradigme avec « Ceci est un dinosaure ». Et c'est tout à fait un nouveau paradigme, tant l'exposition s'inscrit d'une part dans la tradition des grandes expositions emblématiques du muséum. Rarement on aura vu une exposition, au fond, aussi vivante sur une espèce morte. Rarement on aura vu une exposition aussi lumineuse sur un animal qui est éteint. Et puis tout cela avec l'approche de la grande rigueur scientifique dans la présentation des résultats de la science, de la connaissance, et tout ça matiné avec cette marque de fabrique désormais loin connue à la ronde du muséum, avec ce côté des enjeux contemporains, mais aussi matiné d'une touche toujours bienvenue d'humour qui crée cette distance et qui permet aux visiteurs, aux visiteuses, au fond, de s'approprier des contenus sur un mode qui leur est propre et chacun y trouve son compte. Les dinosaures, on en parle beaucoup, on sait que c'est un peu un must pour attirer les enfants et les familles. Ici, on revisite totalement le concept. On s'intéresse à un dinosaure de chez nous, un jurassien, un dinosaure qui a une grande gueule, cette fois rien à voir avec les Genevois. On est dans quelque chose de tout à fait prodigieux. Félicitations à Ludovic Maggioni, félicitations à Thierry Malvesi. Je ne vais pas citer toutes les personnes puisque l'ensemble de l'équipe du muséum, de toutes les composantes qui y travaillent, des partenaires, ont réussi là un exploit vraiment saisissant. Je crois que c'est un tout grand moment et je suis très heureux qu'il puisse être lancé cet automne pour le plus grand plaisir de la population neuchâteloise et de tous les visiteurs qui viennent aussi ici de très loin à la ronde. Bref, vous le découvrirez par vous-même, un tout grand moment d'exposition. Encore une fois, merci à toute l'équipe du muséum. On a une chance et un privilège exceptionnel d'avoir à Neuchâtel une densité de musées, 4 musées qui sont tous excellents. On a décerné il y a quelques jours le prix des musées au Jardin botanique. Le muséum d'histoire naturelle l'a aussi obtenu déjà par le passé, et un passé pas si lointain. Ça montre à quel point sur une petite surface de territoire, on a un excellent niveau de qualité dans l'offre muséale. Merci. Merci Thomas, merci pour cet enthousiasme. Effectivement, on va parler de ce platéosaure. Il y en a en dehors de l'équipe du musée qui est présente dans la salle. Est-ce que vous connaissez un petit peu le platéosaure ou pas du tout? Non, c'est vrai que ça reste un inconnu, mais Thierry il va vous expliquer très en détail juste après quel est cet animal. Moi, je voulais simplement rappeler en fait qu'il y a maintenant 22 ans, Twin, l'autre dinosaure qui est dans le musée, en 2001, donc la patte du Diplodocus qui est dans le café de la Baleine venait s'installer de manière permanente, donc il y a 22 ans. Et puis donc aujourd'hui, on a Grande Gueule qui s'installe aussi dans le grand escalier du musée. Donc il y a un lien comme ça, peut-être tous les 20 ans, il y a un dinosaure qui va arriver à Neuchâtel, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, 22 ans après,
un platéosaure arrive et restera présenté dans la collection permanente du musée. Donc, on remercie le Saurian Museum de Frick pour la collaboration qu'on a pu mener avec eux pour la mise à disposition de ce spécimen. Et puis la Muse, donc la Société des Amis du Muséum, qui a en partie financé l'installation de ce dinosaure qu'on va pouvoir continuer à voir. Le seul grand choc pour les visiteurs et les visiteuses du musée, c'est que l'âne, qui était un peu la star du deuxième étage, du premier étage du musée, il est décalé à l'étage où il y a le lac numérique, mais il est très content, je vous rassure, il regarde le lac, et puis il a envie d'aller se baigner à longueur de journée, donc il est très bien aussi à cet endroit-là, et je pense que tout le monde pourra continuer à faire des photos avec lui. Mais bon, ce que je voulais vous dire quand même en quelques mots par rapport à cette exposition, c'est une énième expo sur les dinosaures. Il n'y a rien d'innovant là-dedans. Donc comment est-ce que nous, en tant que Muséum d'histoire naturelle, on peut effectivement continuer à apporter l'actualité des connaissances scientifiques, de la paléontologie par rapport à ce dinosaure particulier. Comment est-ce qu'on peut aussi essayer de renouveler un petit peu ce genre qu'est l'exposition de dinosaures? Alors en général, quand on ne sait pas trop comment commencer, ce qu'il y a de bien, c'est d'ouvrir un dictionnaire. Donc c'est la chose qu'on a faite. Pourtant, on connaît les dinosaures au muséum. Mais c'est vrai qu'en regardant la définition du dinosaure toute simple dans un dictionnaire, on se rend compte que les dinosaures, ce n'est pas forcément que des animaux fossiles. Alors c'est bien sûr des animaux fossiles qui vivaient au Mésozoïque, Trias, Jurassique, Crétacé, donc il y a des millions d'années. Mais ça peut aussi être des personnes qui sont là depuis longtemps, qui sont un peu dépassées, des technologies aussi qui peuvent être un petit peu dépassées. Donc on a voulu aussi toujours dans cette volonté de faire en sorte que ce musée ce soit un lieu qui fasse science et société, de trouver une manière aussi d'inclure un petit peu ces différentes définitions dans l'exposition. Donc pour ce faire, on a demandé à des volontaires âgés, à des aînés, de participer en tant que figurants à la réalisation d'un film qui est censé faire une synthèse de ce qu'est un dinosaure. Donc ce film, il est présenté dans l'exposition. On l'a réalisé avec Das Playground, qui est une équipe de réalisateurs ici à Neuchâtel. Je vous laisse quand même le découvrir en grand écran en avant-première. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des dinosaures. Les dinosaures sont des vertébrés. Exactement. Ils ont un squelette. Les dinosaures ont des écailles. Oui, mais certains ont aussi des plumes et des poils. Les dinosaures sont herbivores. Oui, mais il y a aussi des carnivores. Les dinosaures sont quadrupèdes. Oui, mais certains sont aussi bipèdes. Les dinosaures pondent des œufs. Oui, ils peuvent être ronds, ovales ou en forme d'olive, mais pas plus grands qu'un melon. Les dinosaures sont anciens. Eh oui, ils sont apparus sur Terre il y a environ 240 millions d'années. Les dinosaures ont des tailles différentes. En effet, le plus petit mesure 40 cm et le plus grand 36 mètres de long. Les oiseaux sont des dinosaures. Oui, ils en sont les descendants les plus proches génétiquement. Les dinosaures sont tous plantigrades. Non, ils sont digitigrades, c'est-à-dire qu'ils marchent sur la pointe et non pas la plante de leurs pattes. Les dinosaures n'ont jamais vu d'humain. En effet, le genre humain apparaît sur Terre il y a seulement 2,5 millions d'années, soit plus de 60 millions d'années après la disparition des dinosaures. Finalement, qu'est-ce qu'un dinosaure ? Ceci est un dinosaure. Ceci est un dinosaure. Ceci n'est pas un dinosaure. Ceci est un dinosaure. Ceci n'est pas encore un dinosaure. Ceci est un dinosaure. Ceci est un dinosaure. Ceci est un dinosaure.
cette télé est elle aussi un dinosaure. Et un jour, on sera tous des dinosaures. Donc je remercie bien entendu tous les figurants qui ont participé bénévolement à la réalisation de ce film et qui ont pris beaucoup de plaisir à le faire, qui montrent aussi ce lien entre les générations. Donc c'est aussi assez intéressant de voir comment ces dinosaures ils nous permettent de créer des liens avec ces aînés, avec toute cette connaissance qui est aussi présente et qui nous permettent de tisser des liens dans le temps. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très important aussi pour l'équipe, de montrer que quand on parle de dinosaures, on peut aussi s'intéresser à des questions sociales, ce qui est un petit peu une nouveauté quand même dans le genre des expositions sur les dinosaures. Ce qui est un peu moins une nouveauté, c'est l'histoire de l'imagerie, comment on donne corps en fait à ces recherches scientifiques, comment la paléontologie, l'extraction de ces os va être ensuite interprétée par des scientifiques et puis aussi des illustrateurs et des artistes pour donner une image, donc une image d'une représentation à un temps T qui va évoluer aussi au fil des temps en fonction des découvertes. Donc ça, c'est tout le travail qu'on a mené avec l'illustratrice Marie-Morgane Haddad, qui a réalisé une série de dessins qui sont présentés dans chaque chapitre de l'exposition, qui sont simplement des dessins en noir et blanc, qui ont été réalisés en collaboration avec l'équipe du musée et puis avec le Saurier Museum de Frick pour essayer d'être au plus proche d'une réalité, mais qui est toujours une réalité reconstruite, une interprétation, et puis qu'on retrouve également dans l'ouvrage dont on vous parlera un petit peu plus tard. Donc cette histoire d'illustration qui est effectivement très importante. Et puis toujours sur l'idée de l'illustration, il y a aussi une forme d'art que vous connaissez peut-être qui s'appelle le paléo-art, qui n'est pas quelque chose de très connu et de très reconnu non plus parmi le monde de l'art. Le paléo-art, c'est l'idée d'introduire des espèces qui vivaient et d'en faire des représentations. C'est vraiment un genre à part entière. Et ici, dans cette exposition, on a l'artiste donc Philippe Maire qui, lui, va se promener dans les brocantes un peu du canton et puis un petit peu plus loin. Et il trouve des tableaux qui sont abandonnés d'artistes dans lesquels il va venir inclure des spécimens de dinosaures. Donc il va réensauvager des paysages du Jura avec ces dinosaures. Et quelque part, il pose aussi là énormément de questions sur alors à la fois sur la question de la désextinction, qui est l'idée de recréer des espèces et puis de les réintroduire dans les milieux naturels, avec 30 ans après Jurassic Park, ça fait 30 ans cette année que Jurassic Park est sorti au cinéma, le premier. Et donc on voit que c'est toujours un sujet d'actualité et un sujet très contemporain. On a Lionel Cavin, donc, qui est un paléontologue du Muséum d'histoire naturelle de Genève, qui répond à des questions justement sur cette désextinction. Comment c'est possible scientifiquement de recréer ou pas des dinosaures, puis quels sont les problèmes éthiques qu'il peut y avoir derrière ces questions-là. Donc Philippe Maire, à sa manière, il donne corps aussi à cette question scientifique. La société Pixie aussi redonne image à ces dinosaures avec une expérience en réalité virtuelle. Donc c'est un petit film qui dure 2 minutes 30, donc 360 degrés. La réalité virtuelle, on met un casque et puis on plonge vraiment dans l'univers 3D. Donc là aussi, c'est une collaboration avec les scientifiques pour essayer de recréer au mieux ces images et de vivre une rencontre assez insolite avec un platéosaure qui est grande gueule. Mais on vous laissera vivre cette expérience dans l'exposition. Et là, je tiens à remercier aussi tout particulièrement dans l'équipe Grégoire Bosset, qui est notre responsable technique et qui a travaillé à l'intégration de cette expérience de VR dans l'exposition sans humains. Souvent, on peut faire de la VR dans les expos, mais ça ne marche pas, ou on a besoin de médiation humaine. Donc là, le système est autonome et je pense que ça, c'est une réelle innovation pour le champ muséal. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette intégration dans l'expo.
Et puis, oui, donc, sur la représentation, la dernière expérience qui vous est proposée dans l'expo, c'est un coloriage numérique. Donc, je vous ai dit, les dessins de Marie Morgan, ils sont en noir et blanc. Il y a toute une question autour de la couleur des dinosaures avec des recherches scientifiques. Ça, on pourra en parler plus en détail. Mais il y a quand même encore énormément d'inconnus. Donc, l'avant-dernière salle de l'exposition, c'est des modèles de dessins noir et blanc. Les enfants ou vous, les plus grands, peuvent les colorier avec leur vision, leur imaginaire. On les scanne et ils se mettent à vivre dans un environnement numérique. Donc ça, une vraie manière aussi peut-être de participer à la recréation d'images de dinosaures. Le troisième point qui est important pour nous dans cette histoire de genre d'expo sur les dinosaures, c'est les animatronics. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un animatronics ? Donc, c'est ces grosses bestioles qui sont recréées essentiellement par le Muséum de Londres, historiquement, pardon. Donc, ces gros dinosaures qui soufflent, qui marchent un petit peu, qui font rêver pas mal de monde, qui peuvent être très kitsch aussi pour d'autres personnes et qui sont vraiment des figures qui fixent là complètement les imaginaires et qui peuvent poser aussi des gros problèmes aux paléontologues parce que du coup, c'est pas très évolutif dans la manière de montrer les dinosaures. Donc nous, ce qu'on a voulu faire ici, c'est renouveler un petit peu ce genre de l'animatronics. Alors, il n'y a pas de gros dinosaures dans l'expo, mais par contre, il y a simplement l'idée de sentir le souffle du dinosaure. Donc en fait, on vit une expérience qui a été réalisée en collaboration avec Anaïs Tonder, qui est donc une artiste qui vit en France, qui a travaillé à partir de plantes qui existaient au Trias, donc à la période de vie de ce platéosaure, et à partir de l'odeur de ces plantes, elle a recréé l'odeur de l'haleine de ce que pouvait avoir comme haleine un platéosaure. Donc on rentre dans un espace et on vit ce souffle qui nous est projeté sur le visage de l'haleine de ce platéosaure. Donc voilà, il n'y a pas de grosse machine, mais il y a quand même l'idée de vivre une rencontre avec une bête qui est plus dans l'imaginaire au final que dans la réalité, parce que la réalité, on n'arrivera jamais de toute façon à la reconstituer comme elle était au Trias. Et puis le dernier point, mais Thomas l'a évoqué un tout petit peu, c'est l'histoire de la vie, comment on donne vie à ces fossiles. Il n'y a rien de plus mort qu'un fossile. Là, c'est sûr que fossile, c'est vraiment le truc qui bougera plus jamais. Comment on arrive à donner de la vie à ces fossiles ? Et là aussi, grâce à des artifices techniques, on a réussi donc à donner vie à des plantes, les prêles. Donc vous verrez, les prêles, elles poussent dans l'exposition. Donc c'est un dialogue en lien avec des objets donc patrimoniaux, des fossiles de ces plantes, et puis un dispositif numérique qui permet de voir en fait quelle dimension, quelle taille pouvaient avoir ces plantes. Et puis l'autre chose, donc c'est une ombre. Vous connaissez tous Peter Pan, puis il a son ombre qui se barre. Enfin, des fois, c'est un petit peu compliqué quand même la vie de l'ombre de Peter Pan. Ici, c'est un platéosaure, donc qui est le platéosaure qui est présenté au Muséum d'histoire naturelle à Berne, qui a un gros problème parce que ce platéosaure, en fait, c'est un squelette qui est monté en 3D. Son problème, c'est que aujourd'hui, il est à 4 pattes. Alors qu'avec l'évolution du temps, on sait que les platéosaures, ils sont bipèdes et pas quadrupèdes. Donc son ombre a décidé de montrer qu'il n'était pas quadrupède, mais qu'il est bipède, et donc elle se réveille toutes les 5 minutes, et puis elle va se balader et raconter cette histoire-là. Et donc ça, c'est vraiment le fruit d'une collaboration avec, un jeune artiste qui s'appelle Tom Volonten, qui a scanné en 3D le fossile de Berne et qui a fait un gros travail d'animation pour le faire vivre dans l'exposition et créer un peu cette illusion. Et puis le dernier point qui est important, c'est l'immersion dans un paysage, dans des paysages qui nous est apporté donc par le travail d'Elie Sabir, qui est la scénographe de l'exposition, que je remercie aussi grandement pour tout son travail de repenser à chaque fois et de magnifier d'une manière très différente l'espace. Donc elle nous plonge dans des paysages et dans un grand paysage en particulier qui est le paysage donc, de Frick dans le canton d'Argovie, lieu dans lequel on trouve
tous ces platéosaures ici en Suisse. Bon, bref, ce que je voulais dire simplement, c'est que dans cette expo, les stars, c'est donc les platéosaures, c'est XL, Grande Gueule, Cléopatra, Franck, Violette. Et je les remercie ici pour nous avoir laissé leurs os, parce que sans tous ces os, on ne pourrait pas parler d'eux. Mais je remercie aussi toute l'équipe de ce musée, qui, une fois de plus, a su montrer de son talent, a su s'impliquer à différentes échelles pour continuer à produire ces expositions et puis à renouveler le genre, à inventer des manières de à la fois s'intéresser au contenu scientifique, mais à la manière de les transmettre. Donc vraiment, merci infiniment à vous toutes et tous, parce que sans équipe, il n'y a pas de musée et il n'y a pas d'expo. Donc voilà, c'est aussi important de valoriser ce travail. Alors, je ne vais pas nommer tout le monde de manière précise, mais quand même l'équipe de production qui a été énormément impliquée. Donc, j'ai déjà cité Elissa Beer et Grégoire Bosset, Émilie Voumard aussi qui a aidé à la réalisation de la scénographie, Yann Robert donc, qui a participé à toutes les constructions de la menuiserie de la ville de Neuchâtel, Pauline Juvet aussi qui a travaillé à la coordination, Bernard Claude, Razim Curtis, Maxence Balif pour la réalisation, Louise Robert et Martin Ziberli pour l'intégration des collections. Et puis, bien sûr, Thierry Malvesi, à qui je vais donner la parole et qui est donc le géologue et le paléontologue ici au muséum. À toi, Thierry. Merci, Denis. Donc moi, je vais vous présenter un peu le volet paléontologique de Plateosaurus et vous raconter un peu ce qu'il était et ce qu'on en sait aujourd'hui au niveau de la paléontologie. Donc ça, c'est une image extraite de la réalité virtuelle que vous pourrez regarder tout à l'heure dans l'expo. Donc, à l'époque où vivait Plateosaurus, au Trias, c'est-à-dire il y a environ entre 200 et 250 millions d'années, la Terre n'avait pas la même configuration. Tous les continents de la planète étaient regroupés en un seul, qu'on appelait la Pangée. Donc vous imaginez les variations climatiques que cela pouvait apporter. Et un seul continent avec un seul océan. Vous avez ici les dinosaures, ils apparaissent dans une région qui s'apparente à l'Argentine aujourd'hui, aux alentours de 240 millions d'années. Donc ça fait 240... Les premiers dinosaures apparaissent là. Et en fait, Plateosaurus, lui, on le voit arriver en Europe, on le voit apparaître en Europe, une petite vingtaine de millions d'années plus tard. Alors c'est vrai que 20 millions d'années, pour nous, c'est un truc impensable. Quand on sait que les dinosaures vont disparaître il y a 66 millions d'années, et que donc ils ont dominé toutes les terres émergées pendant 174 millions d'années, 20 millions par rapport à 174, c'est rien du tout, c'est vraiment le début. Donc Plateosaurus fait partie de cette histoire, et il a une importance scientifique à ça. Et l'avantage d'avoir un seul continent, c'est que les dinosaures qui se sont très vite adaptés à leur environnement, alors très vite en géologie, c'est quelques millions d'années, et ont pu coloniser tous les continents. Et au cours du Jurassique, quand les continents vont se reséparer, eh bien, il y aura à chaque fois une souche dinosaurienne dans chaque continent qui fera que chaque dinosaure aura son histoire, chaque continent aura son histoire propre en termes de dinosaures jusqu'aux environs de 66 millions d'années et leur disparition. Alors, dans l'expo, on montre aussi les premières découvertes. On a la possibilité de montrer des copies, de vieilles copies du 19e siècle, du premier Plateosaurus découvert. Il a été découvert en 1837 par Hermann von Meyer et en Allemagne. Donc, c'est à partir de ces ossements-là que Hermann von Meyer crée et invente le mot Plateosaurus. Et puis, donc, c'est le premier Plateosaurus découvert et le 6e dinosaure au monde. Avant même d'ailleurs que le mot dinosaure soit inventé, puisqu'il n'apparaîtra qu'en 1842 dans la littérature, ce mot-là. Donc il fait partie aussi, Plateosaurus, de l'histoire des sciences, des tout premiers reptiles dont on a compris qu'ils étaient différents des autres et qu'il fallait leur inventer un nouveau mot pour les classer, donc en l'occurrence dinosaures. Et puis on présente aussi des ossements qui viennent du musée d'histoire naturelle de Bâle. On a emprunté
pas mal de collections en Suisse et en Allemagne et en France. Et c'est un Plateosaurus qu'on a aussi appelé Gressliosaurus. Il a été découvert en 1856 par Amans Gressli, qui était un copain de Louis Agassiz, et qu'on connaît bien ici, puisqu'on a des collections de Amans Gressli. Et c'est ce Gressliosaurus, c'est en fait le premier dinosaure découvert en Suisse, en 1856. Et c'était donc un platéosauridé, un platéosaurus. Donc platéosaurus, pour la Suisse, a aussi une importance historique. En fait, voilà à peu près la répartition des gisements qu'on connaît, où on a pu découvrir et déterminer, parce que des fois c'est des fragments d'os qui sont très difficiles à déterminer, mais où on a su qu'il y avait des platéosaurus. Donc c'est essentiellement l'Allemagne, c'est le nord de la Suisse et l'est de la France pour cette carte. Ils sont tous datés du Trias supérieur, donc c'est une période entre 216 et 203 millions d'années. On n'arrive pas à dater mieux parce qu'il n'y a pas de couche volcanique, il n'y a pas d'éléments chargés en fer pour pouvoir être daté plus précisément. On ne sait toujours pas dater un os tout seul. Et puis on en a trouvé aussi un peu plus au nord, donc au Groenland et en Norvège. Alors en Norvège, vous voyez le lieu, c'est offshore. Alors offshore, c'est pas une ville, c'est pas une région, c'est un sondage pétrolier en grande profondeur, au large des côtes de la Norvège. Et à 2500 mètres de profondeur, la carotte de sondage a traversé des couches de terrain pour aller trouver du pétrole. Et en remontant la carotte, ils ont trouvé dans ces 8 cm de diamètre, une carotte, un fragment d'os qu'ils ont réussi à déterminer comme étant un platéosaurus. On a souhaité emprunter ce fossile-là, mais le collègue norvégien le mettait dans sa propre exposition, dans son propre musée, donc on n'a pas pu l'avoir. Dans le catalogue, on en parle néanmoins. Et puis, aussi un peu plus au sud-ouest, en Haute-Loire, il y a eu des découvertes aussi de fait. Mais les plus beaux gisements, vous les avez là, c'est Frick en Argovie et Trossingen dans le Jura souabe. C'est des gisements qui sont encore en activité, encore fouillés. Et puis Erolsberg et puis surtout Halberstadt tout au nord en Saxe-Anhalt, où là, c'est des gisements qui ont eu des découvertes très importantes, mais qui aujourd'hui ne sont plus exploités. Donc voilà quelques pièces qu'on a présentées dans l'expo. Donc à Lons-le-Saunier, il y a eu des découvertes au XIXe siècle d'une patte de platéosaurus avec quelques restes osseux. Et puis comme je vous le disais, les sites allemands de Trossingen et d'Halberstadt, avec des présentations, parce que même si Plateosaurus est un dinosaure qu'on a l'impression qu'il n'est pas très connu, le Loventor, qui est un énorme musée de paléontologie à Stuttgart, a une présentation incroyable sur les platéosauridés, avec une attitude quadrupède, donc c'est des montages qui datent déjà d'une vingtaine, une trentaine d'années. Aujourd'hui, on les ferait quadrupèdes. À l'université de Tübingen, vous avez aussi des squelettes présentés, des vrais squelettes. Et puis, bien sûr, à Frick, comme on vous le disait, où là, les fouilles sont toujours actives par Ben Pabst et l'équipe du Zorier Museum de Frick, dans une ancienne carrière, enfin dans une carrière d'argile qui est toujours en activité. Voilà Ben Pabst qui a découvert la quasi-totalité des dinosaures trouvés à Frick et qui a préparé le Plateosaurus grande gueule qui se trouve dans l'escalier. Voilà, depuis 1976, il y a une centaine de squelettes découverts, dont une grosse dizaine quasiment complets. Alors quasiment complet, c'est du 80%. Et dès qu'il y a des fouilles, dès qu'il y a des constructions de maisons dans la ville de Frick, eh bien, ils ont une collaboration avec le musée va fouiller et ils trouvent du Plateosaurus. En fait, le terrain de jeu des Plateosaurus à Frick était d'environ 4 km de diamètre. La ville de Frick se trouve, dès qu'on creuse, on trouve du Plateosaurus à Frick. Donc il en reste beaucoup encore. Alors il y a bien sûr un musée, le Zorier Museum. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le visiter. Il est petit en taille, mais il est riche en collection. Même très très riche en collection. Voilà sa directrice, Andrea Hattle. Et donc Plateosaurus, pour le décrire, c'est un dinosaure, donc on le sait aujourd'hui, bipède, comme tous les dinosaures digitigrades qui marchent sur la pointe des pieds. Sa taille est en moyenne de 6 à 8 mètres pour les plus grands, avec un petit crâne de 30 à 40 cm. Des dents relativement pointues, bien qu'il soit herbivore. Ce n'étaient pas des dents encore très adaptées à ce régime alimentaire. Un poids variant entre 1 et 4 tonnes. Et dans un environnement où vous aviez des végétaux de type prêle, de type fougère, de type cicale, et les premiers ginkgos aussi apparaissent à ce moment-là, et les premiers conifères aussi apparaissent à ce moment-là. Pas de fleurs, hein. Les fleurs apparaissent il y a à peine 140 millions d'années. C'est très récent dans l'histoire de l'évolution de la vie, la fleur.
Donc comme je vous le disais, bipède herbivore. Alors voilà le squelette de Berne qu'on a récupéré, qui est une copie. C'est une sculpture de Urs Oberli, bien sûr inspiré totalement de vrais squelettes, et qui, dans les années 90, début 2000, était logiquement présenté quadrupède. Aujourd'hui, la science en a déduit qu'il était plutôt bipède. Voilà comment aujourd'hui on le présenterait. Ça, c'est une nouvelle présentation au Muséum de Zurich, qui d'ailleurs a aussi acquis à Frick un squelette complet. Et voilà donc ce qu'il mangeait principalement, c'est des rares végétaux découverts dans la région, donc des Equisetites arenaceus, c'est des prêles, pour ceux qui connaissent, c'est les petites queues de rats qu'on voit au bord des chemins, au bord de l'eau, qui poussent régulièrement. Voici une des espèces de prêles actuelles qu'on connaît. Ça existe toujours donc. Comme disait Ludovic, l'ombre qui se promène va nous raconter dans l'expo l'évolution des idées sur sa locomotion. Donc on a vu, on l'a longtemps pensé quadrupède, aujourd'hui on le pense bipède, mais on l'a déjà pensé bipède à la fin du 19e siècle, on l'a pensé comme un kangourou, on l'a pensé comme un crocodile. En fait, au fur et à mesure des découvertes, la science adapte ses conclusions, ses hypothèses tout au moins. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez voir. Et puis, comme je vous le disais, il est herbivore. Tout ça, ce sont les dessins de Marie Morgan à date. Et dans un milieu de vie qui était relativement peu riche. On ne sait pas trop s'il y avait des zones très, très riches de manière forestière, mais il y avait très peu de végétaux. C'était plutôt désertique. Donc, on a un peu de mal à savoir vraiment son environnement. Tout au moins pour ce qui est la région de Frick et le sud de l'Allemagne, il faut imaginer un intermédiaire entre périodes humides et périodes sèches. Et la comparaison que les scientifiques utilisent, c'est le bassin d'Okavango actuel, qui est un immense bassin qui se trouve au cœur de l'Afrique, loin des mers, et qui est régulièrement alimenté par des cours d'eau, donc avec une période très riche, humide, avec des plantes qui vont pousser très vite, donc de l'eau et de la nourriture pour les herbivores, et puis une période de plusieurs mois de sécheresse, et voire de désert, qui correspond. Donc vraiment cette alternance-là, il faut imaginer ça pour le Frick, Trossingen, tout le grand sud de l'Allemagne et le nord de la Suisse. Donc voilà par exemple l'Okavango en période humide, et voilà quasiment le même endroit en période sèche. Et du coup, pendant ces périodes sèches, des animaux peuvent se faire piéger et d'abord viennent se nourrir et vont se balader là-dedans. Donc là, vous avez une vue actuelle, mais avec un peu d'imagination, on peut voir nos platéosaurus venir brouter quelques plantes dans cette eau et boire de l'eau. Et donc, comme je vous disais, les squelettes trouvés à Frick et à Trossingen sont toujours dans une position assez particulière pour ceux qu'on arrive à trouver en connexion. La plupart du temps, ils ont les pattes arrière très écartées, avec une impression de vouloir pousser, et des pattes avant aussi écartées, comme s'ils essayaient de s'extirper de quelque chose. Et donc ça, c'est celui de Zurich que vous avez là. Voilà le nôtre, grande gueule, qui est dans l'escalier. Lui aussi, les pattes arrière très écartées. Il a été trouvé comme ça, même si la reconstitution l'adapte un peu. Et la plupart du temps, on les trouve comme ça, et souvent on trouve que la partie arrière, c'est-à-dire la queue, les pattes arrière écartées, et plus rien au-dessus. Donc là, on pense que ces animaux se sont embourbés, comme ça peut arriver encore aujourd'hui, par leur propre poids, 4 tonnes, et soit ils meurent de fatigue à essayer de s'extirper de la boue sans y arriver, et dans ce cas-là, la partie émergée va se faire dévorer par des petits prédateurs, et on ne retrouvera éventuellement que la partie basse, ou totalement embourbés comme le nôtre ou celui de Zurich, où là, par chance, la paléontologie nous le révélera quelques millions d'années plus tard. Il y avait d'autres habitants découverts à Frick et à Trossingen à cette époque-là, en même temps que Plateosaurus, une grande tortue, Proganochelys. Voici quelques représentations. Un petit prédateur de la taille d'un cygne, la taille d'un cygne à peu près, mais un peu plus fin. Notateceraeraptor frickensis. Je vais vous demander après de le répéter 10 fois sans avoir de problème pour le nommer. Et puis, alors ça c'est le plus beau fragment de l'exposition, c'est pas du dinosaure, c'est un reptile archéosaurien. Vous voyez sa taille, il fait même pas 1 centimètre. C'est un des rares pièces que l'on connaisse en Suisse d'un animal qui pouvait atteindre plus d'1 mètre, qui était un espèce de gros crocodile cuirassé qu'on appelle un Anaetosaurus. Mais cette petite pièce incroyable, elle est exposée. On a aussi travaillé dans l'expo sur les produits dérivés. Et Plateosaurus a quand même été le héros d'une BD en 1957, Le Voyageur du Mésozoïque, et a fait une furtive apparition dans un autre
ouvrage de BD, Le piège diabolique, en 1962, de Black et Mortimer. Et puis, il apparaît aussi dans certaines pages d'une série de 5 volumes de Bambou Éditions Les Dinosaures, avec qui nous avons collaboré, et nous avons demandé au scénariste Plumery et au dessinateur Draw de réaliser une planche originale, qui sera peut-être un jour publiée dans ces livres dinosaures, sur Plateosaurus à Noche. Vous en avez une dans la pochette qu'on vous a remis. Donc, c'est l'aventure de Plateosaurus à Noche. Et puis donc, toute cette expo a été fait aussi pour mettre en valeur notre acquisition permanente, la nouvelle acquisition permanente de Grande Gueule, qui se trouve exposée au mur, avec aussi une représentation de Marie Morgan sur le côté. Donc Grande Gueule parce que sa tête a été découverte avec la mâchoire un peu très ouverte. Et puis pour finir, je vais vous passer une vidéo qui vous montre le montage. Oh, zut. Bon, tant pis. Oh, non, bah, tant pis, je ne pourrais pas le remettre. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Thierry. Je donne maintenant la parole à Claude Pahu, qui est le directeur des éditions Antipode. Bonjour. Pour l'équipe des éditions Antipode, c'est-à-dire 4 personnes en tout, il y a 2 choses qui sont importantes, à laquelle on tient beaucoup. C'est évidemment publier des bons textes et dans une forme la plus belle possible. Et puis ensuite, et c'est presque aussi important, c'est collaborer harmonieusement avec les auteurs et les personnes responsables de la publication. Donc ce projet de Plateosaurus, il a réuni au mieux tous ces critères. Le livre est magnifique, et puis le travail avec les auteurs et les responsables a été aussi efficace qu'agréable. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler sur ce livre. Je remercie donc Ludovic Maggioni, Thierry Malvesi, Pauline Juvet, que je découvre maintenant, bonjour, et Marie-Morgane Haddad pour cette collaboration. On avait déjà travaillé avec Marie-Morgane Haddad pour une première bande dessinée, un reportage dans le Grand Nord, qui était centré sur la fonte de la banquise. Ensuite ce livre, et puis elle travaille sur un prochain. Elle a fait ce sera une BD reportage sur le bateau de SOS Méditerranée qui essaie de repêcher le plus de monde possible en Méditerranée. Donc, en même temps, c'est un petit peu inquiétant de travailler avec cette femme parce que chaque fois, elle s'attache un peu à des catastrophes, que ce soit la fonte des glaciers, que ce soit la mort triste d'un animal ou la mort multiple de gens en Méditerranée. Les éditions Antipode existent depuis 1995. Évidemment, je me rends compte maintenant, après ce qui était dit avant, que je deviens aussi moi-même un dinosaure. Mais ça va quand même bien. On est spécialisé en sciences sociales, histoire, sociologie, anthropologie, philosophie, psychologie.
Et puis, depuis 1914, on publie aussi des livres illustrés, des bandes dessinées, qui sont souvent rattachés un peu à nos thèmes historiques, justement migration, histoire, etc. On a eu un gros succès avec le siècle d'Emma et le siècle de Jeanne, qui retrace l'histoire de la Suisse à travers une famille au 19e et puis au 20e siècle. Bon, après 28 ans, donc, consacrés principalement aux sciences molles, nous sommes tombés, et puis ça nous ravit, c'est une vraie chance, on est tombé sur un os, le Plateosaurus. Donc cet aimable animal nous permet d'inaugurer une nouvelle collection qui s'appelle XYZZZ. Dinosaure, évidemment, il trouve une bonne compagnie avec alors quelque chose de beaucoup plus petit que lui, qui est sorti pratiquement en même temps. C'est une bande dessinée sur la protéine de Viviane Bailly, qui a fait les textes, et Aloïs Lolo, qui est bien connu à Genève pour ses affiches, pour le dessin. Donc l'écart entre ces deux héros est assez considérable. Là, j'ai pris par exemple un Plateosaurus à peu près adolescent qui ferait 1500 kg, et puis la protéine qui pèse environ, pour une des plus grandes d'entre elles, 0, là il faut ajouter 20 zéros, et 5 kg. Donc on est très très loin du gramme. Donc, vu que cette collaboration s'est extrêmement bien passée, on espère un peu la suite. Et une idée, ce serait de viser une exposition et un catalogue qui ferait une moyenne entre ces deux héros, c'est-à-dire entre 0 et 1500 kg. Et j'ai trouvé le bison américain, le rhinocéros blanc, mais peut-être plus proche d'ici, le cheval ou la vache. Mais je ne sais pas si vous avez déjà traité les sujets. Bon, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez avant qu'on aille faire un tour dans l'exposition, si vous avez des questions ou des remarques, on peut déjà répondre volontiers. Et puis sinon, on peut aller parcourir l'exposition. Mais je pense qu'on va aller dans l'expo. Merci.